Salut à tous, c'est Revan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu différente de d'habitude car aujourd'hui on va s'attaquer à des complots, à des malédictions. Les équipes dont je ne sais quelle force du mal a décidé de maudire ou dont le stade a tout simplement été construit sur un cimetière indien, je ne sais pas. Des sorts qui s'abattent sur des joueurs, des équipes, des clubs, des nations. Et on va essayer en tant que personne 100% logique et rationnelle d'explorer tous les phénomènes qui relèvent des forces occultes et juger si oui ou non il y a malédiction. Qui a dit que j'avais peur de m'attaquer à cela? C'est pas du tout le cas, je suis lucide. Et pour la première, on va partir sur une des plus connues d'entre elles, Clermont-Ferrand, un club mythique du rugby. Je pense que c'est impossible de faire pire que ce qu'ont subi les Clermontois pendant des années et des années. Aujourd'hui, Clermont a certes perdu un peu de vitesse, mais sur les années 2000 et 2010, c'est une référence dans le rugby européen. Une équipe battant tous les records sur les saisons régulières avec des joueurs emblématiques comme Nalaga, Brock James et qui à chaque fois perdait en finale. Un three-peat de finale perdue 2007, 2008, 2009, peu importe les circonstances, même pas forcément toujours une question de mental, une équipe toujours dans le match mais des faits de jeu des fois un peu contre, de la malchance, tout le panel d'une malédiction finalement. Et si on rapporte à cela toutes les autres finales perdues avant 2000, on est sur 10 finales de suite perdues de championnat de France. Les mêmes images à la fin à chaque fois et des supporters qui n'en peuvent plus, mais heureusement un jour en 2010 ça a tourné, la délivrance absolue pour toute une région qui verra en plus de cela un autre sac en 2017, confirmant ainsi que la malédiction est certes bel et bien finie pour le championnat de France, mais ça c'était sans compter sur la Coupe d'Europe. Bien arraché la part. Ça c'est un ballon d'essai, il va y aller, il va aller à la course. C'est Marbutel qui marque. Sébastien Thielfort qui sert à hauteur. On est passé. Mitchell qui est passé car il s'applaque. Action. Le numéro. Travail défensif pour les Clermontois parce que là c'est bien joué. Good qui trouve la faille. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablé comme ça par le destin? Non, je vous charrie, ça se fait pas. En tout cas, j'espère pour vous cette fois que pour la Coupe d'Europe, ce ne sera pas comme le bouclier de Brennus et qu'il ne faudra pas en perdre 10 avant de gagner la première. Pour parler d'autres malédictions qui perdurent évidemment, comment ne pas évoquer le cas de nos chers amis irlandais, une référence aussi dans le rugby de l'hémisphère nord, une équipe très sérieuse qui a toujours performé dans le 6 Nations, surtout récemment depuis 2010, une nation qui est toujours une des mieux préparées pour la Coupe du Monde et malgré ça, regardez-moi le bilan. Et oui, vous ne rêvez pas, la stat est glaçante, l'équipe d'Irlande n'a jamais passé les quarts de finale en Coupe du Monde. Comment expliquer cela? Un style peut-être trop prévisible, une préparation physique qui n'est pas la même sur une Coupe du Monde que sur les 6 Nations. Franchement, c'est des arguments qui peuvent s'entendre mais qui n'expliquent pas tout. Et c'est une folie, franchement, cette stat est folle. On verra bien si ça change en 2027, mais on est bien sur un phénomène qui se répète depuis plus de 40 ans, donc malédiction 100% validée. Plus près de chez nous désormais, on va s'intéresser à la série de matchs d'accession au top 14 du club de Grenoble. Grenoble, c'est un club mythique, une place forte du rugby, titré au XXe siècle en 1954, qui a signé de beaux passages dans l'élite dans les années 2010, qui a vu également éclore de très nombreux talents. Récemment, il y a eu Ange Capozzo ou Olivier Biarré par exemple, mais qui depuis sa descente en 2018, c'est juste horrible. 2023, défaite en finale de Pro D2, puis défaite sur le match d'accession face à Perpignan. Même scénario en 2024, défaite en finale de Pro D2 face à Vannes, puis défaite face à Montpellier en access match de 2 petits points. C'est déjà invraisemblable. Attendez la suite. Et c'est pas encore fini, 2025 ça recommence, défaite en finale de Pro D2 face à Montauban, et encore une nouvelle défaite, encore une fois face à Perpignan, de 2 points encore, c'est juste terrifiant. Cette année, Grenoble a un peu plus de mal, 9ème à l'heure où je tourne la vidéo, mais quel enfer sérieusement, c'est un club mythique qui mériterait sans doute de retourner au top 14, mais comme beaucoup d'autres, j'espère que ça tournera un jour pour vous, mes amis grenoblois, mais en tout cas, malédiction validée à 300%. Quelque chose de beaucoup plus préoccupant désormais, une histoire tragique et pas uniquement liée au sport, l'histoire de l'équipe sud-africaine championne du monde en 1995. Comme vous le savez sans doute, je pense, on parle d'une équipe historique, un modèle fondateur pour toute une nation et un pays de 60 millions d'habitants. Un pays qui a été longtemps fracturé et divisé par l'apartheid et qui a traversé cette Coupe du Monde à travers une équipe pas du tout favorite à la base et qui a réussi à vaincre les plus grands mastodontes du rugby mondial, a trouvé un mythe rassembleur et vécu un moment de partage magnifique. On se souvient tous de l'image de François Pinard, le capitaine Springbok avec la Coupe du Monde donnée par Nelson Mandela, c'est peut-être l'une des images les plus mythiques de l'histoire de ce sport et pourtant cette histoire extraordinaire cache quelque chose de beaucoup plus sombre.
En effet, quelques années plus tard, on a commencé à découvrir quelques faits pour le moins suspects autour de cette génération dorée Springboks. Le sujet prendrait énormément de temps à développer et mériterait une vidéo entière à elle seule, mais pour faire simple, depuis 2010, l'équipe a connu une série de décès brutaux et prématurés, 5 en tout jusqu'à aujourd'hui, dont 4 de maladies neurodégénératives ou crise cardiaque, et un autre malheureusement d'accident de voiture, sachant qu'on a aussi plusieurs d'entre eux qui aujourd'hui se déplacent en fauteuil roulant. Un membre élargi du groupe est également décédé d'une crise cardiaque. Comment dire que, évidemment, face à autant de faits tragiques, l'hypothèse du dopage s'est montrée chaque fois plus probable. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, on ne dispose pas de preuves claires et évidentes qu'il y a eu recours à du dopage. La plupart des joueurs ont toujours nié avoir recouru à l'utilisation de produits dopants. Cependant, l'équipe a rapporté récemment un témoignage anonyme qui disait que l'un d'entre eux avait eu recours à du dopage pour sa prise de muscle et prendre du poids avant la Coupe du Monde. Je vous invite donc tous à aller lire des articles, aussi voir des vidéos, des documentaires sur le sujet. Peut-être que j'en ferai aussi de mon côté une vidéo en apportant bien plus d'informations et de documents. Je vous laisse vous faire votre avis en commentaire. Encore une fois, sans preuve évidente, on ne peut pas dire que c'était du dopage. De là à dire que c'était une simple malédiction, difficile d'y croire également. Surtout que je n'ai même pas évoqué l'affaire de potentielle intoxication alimentaire de l'équipe All Black avant la finale. Et plus les années passent, plus la théorie que ces hommes se sont sacrifiés pour l'histoire de la nation arc-en-ciel gagne du terrain. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas trancher complètement, on attend encore un petit peu quelques temps. Pour continuer à se mettre la tête dans le seau, évidemment, pourquoi pas parler de l'équipe de France et sa magnifique stat de 0/3 en finale de Coupe du Monde 1987, 1999 et 2011. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de malédiction? Encore une fois, c'est vous qui me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais selon moi, ce cas est aussi plus discutable. La France évidemment fait de magnifiques parcours en 1987 ou en 99, mais de là à dire que c'est une malédiction qui s'applique, franchement je serais beaucoup plus nuancé. Certes, ces finales sont disputées et la France n'est pas ridicule, mais passé l'heure de jeu, au final, on sent qu'on s'incline logiquement face à un adversaire assez largement plus fort. La seule qui est réellement terrible, c'est 2011. Clairement, tu te fais voler, t'es meilleur. Donc au final, je dirais qu'il en faudrait encore une avec le même scénario à peu près comme 2011 pour réellement parler de malédiction. Voilà, après ça, on pourrait réellement trancher. Mais ce que je ne souhaite évidemment pas, qu'est-ce que je commence à raconter moi ? Mais face à cette statistique de l'équipe de France masculine, je crois qu'il existe encore plus terrible et on va devoir se pencher sur le cas de notre équipe de France féminine. La Coupe du Monde féminine a été créée en 1991, ça fait donc 10 éditions jusqu'à nos jours. Et vous voulez savoir combien de demi-finales ? 9, c'est horrible et on reste sur une série de 7 demi-finales consécutives. C'est vraiment horrible, franchement les filles ont vraiment pas de chance. C'est dommage parce qu'on sent vraiment un engouement super autour de cette équipe de France féminine au vu des audiences. Et un titre mondial ce serait vraiment le summum pour accompagner cet élan et valider le travail des filles depuis des années. Donc dans ce cas évidemment malédiction validée, que ce soit les mecs ou les filles, en tout cas je suis sûr qu'on gagnera un jour, c'est juste une question de temps. Et pour la dernière, c'est une théorie que j'ai un peu inventée, mais ça concerne les numéros 10 de l'équipe de France avant les Coupes du Monde. Avant de me traiter de fou, laissez-moi vous faire l'historique. Depuis 2011, on a toujours un de nos numéros 10 potentiellement sélectionnable ou qui est déjà dans le groupe qui se pète avant la Coupe du Monde ou pendant la Coupe du Monde. 2011, match d'ouverture, David Skrela rentre et se pète. À cela, on peut ajouter les différentes blessures en 2010 de Fred Michalak, son manque de rythme qui a abouti sur sa non-sélection en 2011, premier cas bizarre. Ensuite, 2015, sur le match décisif face aux Blacks, d'entrée de jeu, blessure de Frédéric Michalak, titulaire en numéro 10. Pour continuer, 2019, un an avant sur le tournoi 2018, match d'ouverture, premier match dans le tournoi pour Mathieu Jalibert, blessure, ligament croisé. Il est donc trop juste pour disputer la Coupe du Monde 2019, encore un cas étrange. Et enfin, 2023, le plus connu d'entre eux, la blessure de Romain Ntamak en préparation avant la Coupe du Monde chez nous. Franchement, si ça ressemble pas à une malédiction, je veux pas leur porter l'œil, mais à chaque fois on en perd un. Du coup, si j'étais Galtier, j'essaierais déjà maintenant de trouver d'autres solutions parce que je suis désolé, mais ça risque d'arriver. Hein. Bon, non, c'est bon, j'arrête mes conneries. En tout cas, voilà le résumé des histoires de malédiction qui règnent sur le rugby jusqu'à maintenant. Pour finir sur une note plus positive et montrer que ces histoires ont toujours une fin et souvent parfois plus heureuse, il était arrivé la même chose à Dan Carter sur les Coupes du Monde qu'il avait disputées au début de sa carrière 2007 et 2011 où il se pète à chaque fois et au final ça termine en apothéose sur un trophée magnifique en 2015. Même chose pour Johnny Wilkinson qui après de nombreuses blessures est revenu à Toulon et a réussi à retrouver les sommets. Voilà, ça arrive même aux plus grands. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir malgré tout à la voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous connaissez des malédictions ou que vous avez certaines théories, des complots sur le rugby. Je me ferai un plaisir de les lire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, c'était Revan. Salut!